Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la suite des aventures de Willow, la série d'Heroic Fantasy créée par George Lucas. On est à l'épisode 3. Avant de poursuivre, petit message de routine, abonne-toi, commente, like et partage. C'est l'hiver, je suis un peu pris, du coup un peu de tolérance sur le timbre de la voix et les petits reniflements. Du coup, 2 épisodes ont déjà été lancés. On retrouve une Elora Danan, donc le personnage mythique dans le lore. Voilà, adulte, elle est en quête avec les enfants de Sorcha. Sorcha, la princesse un peu, voilà, qui portait la série à l'époque. Princesse qui, elle, est la fille de la méchante de cet univers. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis en quête, toute cette petite troupe, accompagnée du magicien Willow, donc le personnage qui porte le nom de la série, qui est une sorte de Kokiri ou de Hobbit, et accompagné également d'un voleur ou d'un barbare, voilà, car il va essayer de gimmicker un peu le personnage de Conan, je trouve, et d'ailleurs ça va être un des défauts du film, et les enfants de Sorcha qui seront présents, et la garde du corps de la princesse, du coup, de la princesse Kit. Voilà, bref, ça fait tout ce petit beau monde là qui gravite tout ça. Et déjà cet épisode, je trouve qu'il a perdu le petit truc charmant qu'avait l'épisode 1 et 2. C'est pas encore totalement nul, il y a des bonnes choses, mais l'épisode 3 m'a laissé un peu plus bitatif, tu vois, il m'a laissé un peu plus... c'est vite fait, tu vois. Alors, à la fin de l'épisode 2, la princesse Elora Danan, la future impératrice qui doit ramener la paix et sauver le monde, une sorte de Zelda, voilà, se fait kidnapper du coup par les sbires du mal, le capitaine Ballantyne qui a été corrompu par les ténèbres et qui est en train de devenir un genre de monstre chevalier bizarre. Avec sa petite escouade, ils l'ont capturé, tout ça. Donc, va en découler plusieurs choses de ce premier arc narratif, car on va suivre d'un côté les aventures d'Elora, voilà, et ensuite les aventures du reste du groupe qui vont tâcher pour la plupart de retrouver Elora. Donc on commence avec Elora, voilà. Elora, elle, du coup elle est kidnappée, elle essaye de se libérer par ses propres moyens, c'est très mitigé, mais cependant elle va réussir à activer sa magie. À un moment, elle va nous faire une Harry Potter. Quand elle va toucher le mal, genre, va subir des douleurs, va brûler. Voilà, ref à Harry Potter. Ok, bon, elle va tâcher de se libérer, c'est pas trop ça. Toutefois, elle va y arriver et elle va tomber sur 2 bûcherons. Au début, j'ai cru que ça allait être des personnages qui vont durer dans le temps, relativement sympas et stylés, même s'ils n'avaient pas forcément, voilà, de visuel incroyable. Elle avait une petite hache avec un nom, tu vois, un nom un peu épique. Tu pouvais, un genre de Stormbreaker, ou je sais plus comment elle l'appelle. Tu pouvais te dire, ah, elle va durer dans le temps, ça va être sa garde du corps, elle va avoir un peu de... Parce que tu vois, c'était un peu la bûcheronne un peu courageuse, un mélange entre... J'aime bien faire des mélanges en ce moment. Un mélange entre Xena et un léprechaun et Dr. Queen. Voilà, je sais pas pourquoi. Voilà, tu prends ces 3, tu mixes, ça a donné un peu ce personnage. Elle avait une compagne, cette bûcheronne. Voilà, elle avait l'air d'être muette parce qu'elle parlait pas. Et en fait, à un moment, les gardes et Ballantyne vont tomber donc sur cette petite maisonnette de bûcheronne. Elora leur dit « Je suis Elora Danan, l'impératrice, je ne te crois pas ». Elle leur montre son signe, ils la croient. Elle lui dit « Du coup, on se met à votre service car nous, on n'est personne, mais ça fait longtemps qu'on entend votre légende et du coup, vu que vous êtes Elora Danan, on se met à votre service. » Donc du coup, cette scène, déjà, elle m'a laissé un peu bof, tu vois. Je trouvais, à la fois, j'ai aimé, tu vois, qu'elle les convainque juste par son nom et le symbole sur son bras. Et eux, comme simples habitants du royaume, forcément, cette légende court partout, tout ça, Elora Danan, l'enfant, même si elle est censée avoir disparu depuis 18-19 ans, qu'elle se mette comme ça à son service pour mourir dans la foulée, en fait, j'ai pas compris ce que voulait véhiculer cet arc, en fait. J'ai pas compris à quoi ça servait. Alors, je me suis dit, dans un deuxième temps, avec du recul, peut-être que le but était de nous montrer Elora
son nom a de l'impact sur les gens qu'elle connaît, les gens vont se mettre à son service, alors il faut qu'elle soit digne digne d'eux, parce que les gens vont se sacrifier pour elle, tu vois. Mais elle, toute la tournure de ses choix par la suite, de ses dialogues, il n'y a même pas de rapport à ça. Bon, elle a tenté de leur dire, allez, courez, il faut qu'on s'enfuit, non, ne le combattez pas, mais une fois qu'ils sont butés, il n'y a pas de suite en fait. Donc j'ai pas trop compris où ça voulait aller. Alors, il y a sûrement cette idée-là, du coup, de la faire grandir en comprenant que les gens vont se mettre à son service. Mais je trouve que c'est mal amené. Après, elle va continuer, donc, elle est nouveau capturée. Les méchants vont l'emmener, je ne sais où, au pic du malheur ou au pic de l'ensanglanté ou un nom, tu vois, un nom d'Heroic Fantasy qui fait endroit des ténèbres. Et là, il va y avoir crossover avec l'autre arc narratif. Donc, on en vient à l'autre arc narratif. Et là, on suit donc toute la troupe qui se rend compte, bah ouais, Elora, quitte, elle fait une petite blague, trop de blagues, trop d'humour. C'est pour ça que vous allez sûrement voir dans la miniature, si vous connaissez, le donjon de Naalbuck. Et si vous ne connaissez pas, le donjon de Naalbuck, c'est un livre audio excellent de 2-3 heures, je crois, quand tu écoutes tous les tomes, peut-être 4 maximum, où tu suis de l'heroic fantasy très caricatural. Donc c'est de l'audio, c'est des voix un peu modifiées, avec des archétypes de personnages, le rangers, l'elfe, le nain, le barbare, l'ogre, la sorcière. Et c'est burlesque, c'est des bêtises, il y a des blagues sur les différents rapports à l'heroic fantasy, tout ça. Et c'est que ça, la série, c'est que ça. C'est que de l'heroic fantasy burlesque au final. On n'est pas du tout, comme j'avais dit dans ma review des épisodes 1 et 2, peut-être une tentative de se placer sérieusement comme Les Anneaux du Pouvoir et House of the Dragon, car cette œuvre, c'était pas tant le cas dans le film, mais là dans la série et surtout dans cet épisode 3, ils passent leur temps à se clasher en fait. Ils passent leur temps à se clasher. On va avoir 1 milliard de blagues, des personnages les plus caricaturaux les uns que les autres, mais je vais y venir petit à petit. Du coup, on a ce groupe, tout ça, voilà, les autres. Où est Elora? Elle a encore disparu. Ils se mettent tous à sa recherche dans leurs différents coins, voilà, de la forêt, tout ça. Kit va découvrir l'arbre de telle plante. C'était en fait l'exercice d'Elora, car dans l'épisode précédent, Elora devait tenter de faire pousser tout un arbuste, voilà, pour s'entraîner à contrôler la nature. Premier élément de la magie, genre, un truc comme ça. Et elle n'y arrivait pas, Genre, nous, on nous a laissé en suspens. Et en fait, Kit, elle a découvert qu'Elora avait des pouvoirs, qu'elle avait réussi. Du coup, elle était bien celle qu'elle prétendait. Et du coup, elle devrait changer d'attitude. Alors, ça va soulever le deuxième point négatif, très négatif de cet épisode. Il y a trop de personnages antipathiques. Et Kit, la fille de Sorcha, la princesse, en est une. Franchement, il n'y a rien de plaisant chez elle. Je sais que par exemple sur les Anneaux du Pouvoir, beaucoup de gens disaient « Regardez, Galadriel, elle est détestable, il n'y a rien qui fait qu'on a envie de l'apprécier. » Ok, je suis pas d'accord, mais ça se discute. Mais là, Kit, franchement, elle est chiante. Oh, c'est quoi ce personnage éclaté au sol? Au final, on a Kit éclaté au sol et les prochains personnages que je vais aussi critiquer. Les meilleurs personnages, c'est tellement des outsiders, cette série, elle a vraiment peu de chances de proposer des personnages bien écrits à terme, tu vois. Bref, en tout cas, Kit est antipathique. À un moment, elle va avoir un dialogue avec sa garde du corps / petite amie discrète. Finalement, on va découvrir que la fameuse Jade, donc le personnage interprété par l'actrice qui jouait la méchante de de Falcon and the Winter Soldier, et elle l'a laissé gagner parce que sa maman, la reine, avait demandé du coup de la ménager, mais de l'entraîner. Elle est tombée amoureuse, donc elle prenait des pincettes avec sa chérie, tout ça. Donc la Kit, elle se braque, elle fait la meuf, voilà. Comme je vous ai dit dans la review de la semaine dernière, il y a 2 camps qui commencent à se former et tout ça, ça continue de diviser les personnages. Kit et Jade, maintenant, c'est 0. Genre, elle nous fait une petite crise de sale gosse à la Pretty Little Liar, 2 copines qui s'embrouillent. Oh, tu m'as menti, tu me laissais gagner, oh, nanana. Oh, c'était 0, franchement, éclaté. J'ai pas compris. Franchement, c'était pas du tout intéressant. Ça aurait pu être amené, mais vraiment d'une autre façon et vraiment mieux.
Donc on continue, on a Willow et son pote, j'ai oublié son nom, Silas, eux qui cherchent tout ça, ils ont 2-3 échanges. À travers ces échanges, on découvre que la magie de Willow est très limitée, c'est pour ça qu'il fait économie de toute sa magie pour genre le combat final. Alors j'ai le même problème avec Willow qu'avec Kit. Il est antipathique. À l'époque, il n'y avait pas ce sentiment. Franchement, il était sympa, ce petit homme fort souriant et tout ça. Et il avait une bonne tête et tout. Mais là, en ayant vieilli, j'ai l'impression que l'acteur amène, je sais pas, son bagage personnel avec lui. Et ça se retranscrit dans le jeu. Franchement, c'est le magicien le plus éclataxe. Ok, t'as pas de pouvoir, mais je sais pas, fais-nous des Gandalferie, remonte le moral des gens, donne des bons conseils et des bonnes phrases. Alors, en réalité, c'est pas la faute de l'acteur, c'est la faute de son écriture. Mais franchement, elle est d'un minimalisme pauvre. Mais c'est triste, tu vois. Le personnage, il passe son temps à trouver des excuses à sa magie, à trouver des raccourcis, des excuses pour pas se mettre en avant. Franchement, c'est pas un magicien épique. Dans Willow, le mec, il se mouillait, il se sacrifiait. Certes, il avait peu de capacité à ce moment-là de l'histoire, mais il se mettait en avant, tu vois. Et là, on a ensuite, du coup, le barbare, ou Groman Bourgoum, ou je sais plus quoi, là, son nom. Donc, le mec, hashtag je me prends pour Conan le barbare, qui fait des tours d'épée à la Conan et qui fait le personnage fort, tout ça. Donc, il fait des blagues, il nous parle de Ragaru, il emmène Kit à la recherche d'une armure qui nous est narrée en introduction de l'épisode. On nous dit quoi là, il y avait une armure, l'armure de je ne sais plus qui. D'ailleurs, beaucoup de refs dans cet épisode au lexique et au vocabulaire de l'univers de E. Howard, de Conan le Barbare, du chromium. Donc chromium, moi j'entends chrome, je pense à Chrome, le dieu de Conan. Ensuite, on nous dit c'est l'armure de Chimera. Je crois à une lettre près, c'est un des pays de l'univers de Conan. Les gars, vous voulez pas pomper encore plus fort sur les autres œuvres? Je veux dire, George Lucas, il a été pointé du doigt pour avoir quasiment réécrit les œuvres de Tolkien au cinéma avant l'heure. Là, vous allez pomper dans tout ce qui existe. Donc Conan le Barbare, qui a 55 adaptations diverses et variées. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de ça, les gars. Une œuvre d'Heroic Fantasy, c'est simple. Tu inventes des noms, tu crées des intrigues, des enjeux, personnages, introduction, péripéties, résolution. Voilà, c'est simple. Pas besoin d'aller pomper 1 milliard de refs. Et si c'est surtout pour après amener Kit, viens avec moi, ton père, on a peut-être laissé une trace, ton père a peut-être laissé une trace dans une auberge. Dans cette auberge, il y a des ragarous, mais ragarous, ça vient d'où? Ça vient de Donjon de Nalbuck ou quoi? Oh, entre le magicien qui ne sait pas faire de magie, le barbare burlesque, les ragarous, un peu façon monstre éclataxe Donjon de Nalbuck. Ouais, franchement, on est vraiment dans de la caricature d'Heroic Fantasy. Heureusement, les gars, ouais, à aucun moment, tu mets ça sur une course au départ avec la série d'Amazon et de HBO. Il n'y a aucune chance. Bref, moi j'avais du potentiel dans l'épisode 1 et 2. Mais l'épisode 3 là, il m'a laissé ouais, grave un goût de ok, on n'aura pas mieux. Et j'en reviens aux personnages. T'as 2 personnages antipathiques, purée. T'as Jade qui n'arrive pas encore à trop se dépatouiller dans tout ça. Donc les 2 personnages antipathiques, je répète, c'est Willow et Kit. On ne revoit plus le prince, le frère de Kit, Erke, on le revoit plus. On voit même pas de scène de lui dans le château du mal pour faire monter la tension. On nous dit juste, faut aller chercher Erke, faut aller chercher Erke. Mais laissez-le là où il est. On nous montre pas qu'il est en danger, donc c'est que ça doit aller, tu vois. À côté de ces personnages antipathiques, on a des caricatures. On a Groman, on a Jade qui n'arrive pas à se dépatouiller, à trouver sa place. Et au final, les 2 personnages qui trouvent un peu, quand même grâce à mes yeux, à titre personnel, c'est le prince de Galadorn. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Donc, j'ai plus son nom. Celui qui servait à rien, qui finalement, il a des compétences linguistiques, il sait déchiffrer des runes. Tu vois que c'est un peu plus un lettré qu'un vaillant. Et il essaye d'être vaillant, car quand il va y avoir justement ce fameux crossover,
Willow va lui dire, bon, toi, tu tapes contre lui, toi, il fait un peu le général. Tout ça, vous défendez le flanc gauche. Toi, le prince de Galadorn, va libérer Elora. Donc, il tente d'aller, il n'arrive pas à défaire les liens, tout ça. Willow, il essaye de faire de la magie. À ce moment-là, il fait une genre de brume, plus de l'alchimie que de la magie. Ça fait un éclair de lumière et son, tu vois. Et du coup, pour normalement permettre à son équipe de prendre le dessus, sauf que bah, c'est con, c'est l'ennemi qui prend le dessus, car Elora elle est de nouveau emportée plus loin par les méchants. Donc en fait, tu as fait une diversion pour les ennemis. Donc c'est quoi ce magicien ridicule? On est dans du donjon de Nalbuck. On a un voleur qui ne sait pas ouvrir un coffre. Bon, c'est pas un voleur, c'est un prince lettré, musicien, érudit. On a un magicien qui fait des éclairs de lumière et de son qui servent à l'ennemi. Il manquerait plus que quitte elle tire une flèche et qu'elle touche Jade, tu vois. Non mais arrêtez les gars, c'est quoi ce truc? Franchement, c'est n'importe quoi, c'est zéro. Donc les ennemis prennent de nouveau de la distance, tous les personnages vont se réunir. Groman et Kit et les autres vont revenir à la montagne de je ne sais quoi, voilà, bref. Il va y avoir un dernier combat dans l'épisode. Il y a quand même eu 3 tentatives d'action, tu vois. Le village de la bûcheronne où elle meurt, le premier combat où ils étaient de libérer Elora et ça n'aboutit pas, et ensuite le dernier combat qui va se finir sur une calamité. Alors Willow il décide d'utiliser sa magie, et là bon, il a un moment d'épique, voilà, il est un peu stylé, il vainc avec sa magie tous les ennemis, tu vois, il les bat tous. Donc ça nous révèle quoi? Qu'il a des capacités, il a du potentiel, mais en fait comme il le dit lui-même, sa magie elle est très limitée, et du coup, plus il en utilise, moins il en aura pour le final. C'est un peu ça l'idée. Elora, elle commence à évoluer, du coup elle a réussi à faire pousser les fleurs, elle a touché l'ennemi, l'a brûlé, mais sinon il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Après, elle a ce truc cool, donc au final les personnages cool c'est elle et le prince qui essaye de s'en sortir malgré qu'il est nul, et Elora qui est nulle et qui essaye de devenir meilleure. Et au final c'est cette capacité, ce truc un peu voilà, de outsider qu'on a dans certaines œuvres de fantasy, ou plutôt d'œuvres nippones comme dans les mangas, tout ça, le nul qui essaie de devenir bon, c'est eux qui sont attachants, donc c'est les nuls qui portent la série, tu vois. Franchement, je m'attendais pas à ça au début. Et ceux qui sont censés être bons, Groman, Kid, Jade, Willow, vas-y, c'est des personnages issus du donjon de Nalbuck. Donc, à la fin, toutefois, ils vont se réunir, ils vont faire un petit état des lieux, ça va, ok, Elora, ok, on est là, Groman, ok, nanani, Silas est mort, le meilleur pote de Willow est mort, moment nostalgie, tristesse. J'ai même pas trouvé que c'était très émouvant, donc je pense qu'ils ont fait un flop avec cette tentative de drama. Et au final, on aura un plan enfin un peu large, car j'ai pas parlé de la réal qui est vraiment zéro dans cet épisode. On aura un plan large, voilà, dans cet épisode. On va voir de loin les montagnes, l'orage, la tempête, le château de la méchante Bar Morva, la méchante du film de 1988. Et il va nous dire « Nous sommes dans les terres du château de Lockmar ». Bref, voilà. Donc déjà, le visuel, il est horrible. Voilà, ça, je sais pas si c'était une toile derrière avec... c'est zéro. Franchement, visuellement, ça n'a rien à offrir. Autant les costumes, les armures, les équipements, c'est ni bien, ni pas bien. Tu vois, c'est niveau zéro. Et encore, je trouve que les armures de Ballantyne et Xagard, à comparatif, c'est meilleur que par exemple les armures des Nilfgaardiens dans The Witcher. Mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Hein. Les visuels, c'est moche. Il n'y a que des plans serrés, visage, plan contre plan. On nous montre 3 arbres, on est dans une toute petite forêt, aucun plan grandiloquent. Bon, bah, j'en parle pas des chorégraphies de combat, car franchement, elles sont... Ouais, c'est le wish de la chorégraphie de combat. On nous donne le minimum syndical. 1 milliard de cuts, rien de spectaculaire. Et ouais, les décors, bah, on n'a rien. Je crois que le plan le plus large, c'était dans la cave de l'auberge. Donc ça, c'est facile.
Tu prends un décor studio, voilà, plan large, tout ça, tu mets rien, c'est une caverne, c'est sombre, t'éteins la lumière, ok, on a notre caverne. Mais dès qu'il faut nous donner de la prairie, du visuel, tout ça, on est sur un minimalisme scandaleux. Alors oui, d'accord. Là, c'est sûr, on refait un peu le point. Tu me mets ça à côté des Anneaux de Pouvoir et de House of the Dragon. Donc, le Numénor, le Sud, le Mordor, même, même Ostyrith, la cité de Celeborn dans les Anneaux du Pouvoir, où on n'y voyait rien à part une chambre, une forge et des plans larges. Ouais, c'est 1 milliard de fois plus beau que ça. Et je te parle même pas de House of the Dragon. Voilà, pareil, la réal en extérieur, les plans larges, les villes, voilà, c'est une main de maître. Là, c'est une main de... je sais pas. Franchement, c'est des pieds, c'est pas une main. C'est des pieds d'œuvre. Bref, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui commencent à ne pas aller. Alors, il y a toujours du potentiel. Je pense que donner 2 épisodes par semaine, ça n'aurait pas été ingrat. Comme ça, on aurait pu se contenter d'un épisode bof et d'un épisode peut-être un peu meilleur. Car j'ai l'impression que le 4 va peut-être être un peu mieux, car on est dans le château du mal, abandonné depuis 20 ou 25 ans, je ne sais plus. J'espère revoir le frère. Voilà, j'espère que là, Elora Danan va vite se... Ouais, même elle est là, elle dit « Je suis Elora, nanana, je dois combattre le mal, tout ça ». La bûcheronne, elle lui dit « Mais que vous avez une belle peau. Donjon Nalbuck, oh les elfes, oh vous êtes belles. » Ouais, j'ai un moment du sérieux. Je suis Elora Danan, l'impératrice des mondes. Je te dis qu'il y a des méchants. Tu doutes, ok, mais une fois que tu me crois, arme-toi, fuyons. Les personnages, ils n'ont pas des réactions de personnages bien écrits. Quasiment, tu vois. Ces personnages, ils étaient là pour nous montrer d'autres humains, car c'est vachement pauvre. Je veux dire, là, le seul autre endroit de vie... On a vu quoi, alors, en 3 épisodes? On a vu une forteresse abandonnée, une auberge abandonnée. Donc, il fallait bien nous mettre, toi, des figurants. Des figurants, presque des personnages, mais des figurants, tu vois. Il faut nous mettre de la vie. Sinon, cette série, elle est vide. Elle souffre du même problème, par exemple, qu'on avait dans... The Inhumans, la série Marvel que j'aimais toutefois bien car on avait quelques acteurs qui me sont sympathiques et Black Bolt que j'aime particulièrement, mais en vrai la série elle avait des petits défauts de budget comme les figurants, la vie, tout ça, voilà, c'était pas vivant leur planète, leur ville lunaire. Et bah là on a un pays du monde, une région voilà, qui est pauvre. Bon, en 1988 avec le film, pareil, il y avait pas tant de ça que de figurants, mais déjà plus. Il y avait le village dans la montagne enneigée, il y avait la chevauchée des guerriers, il y avait les Elwyn qui apportaient ce petit côté Kokiri, encore une fois. Là, la série, franchement, je suis intéressé de voir le making-of, les budgets, tout ça, parce que je pense qu'il y aura des choses, tu vois, qui vont sauter aux yeux. Ah, vous aviez pas d'argent? On s'en serait pas douté, tu vois. Ok, les amis, on va s'arrêter là. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé un peu de cet épisode 3. Dites-moi si ça vous est pas trop difficile de regarder la série. Moi, pas encore, mais j'ai peur que si l'épisode 4 continue dans cette direction, ça sera le cas. Mais bon, soyons optimistes. On se dit à la semaine prochaine pour continuer les aventures de Willow. C'était Isma, prenez soin de vous. Ciao les gars, abonnez-vous, commentez. C'est cinéma très mitigé.